Jeudi 23 janvier, journée mondiale des solitudes. Mesdames et messieurs, bonjour. La solitude n'est pas toujours une bonne compagnie. Les titres de ce journal. Comment se portent les poches des Béninois après les fêtes de fin d'année et comment gèrent-ils cette période? Tant de questions qui ont intéressé une équipe de la rédaction qui a fait un tour de ville pour en savoir davantage les éléments de réponse dans ce journal. Lancement de la plateforme Bindo, une application qui va favoriser l'accès aux services financiers par les populations les plus vulnérables, quelle que soit leur localisation, les précisions à suivre. Et puis, on ira à la découverte d'une joueuse de tennis de table. Il s'agit de Ziadat Akadere, pongiste et vice-championne en titre au Bénin. Nous en saurons plus sur son parcours dans cette édition. À nouveau, bonjour. Au lendemain des fêtes de fin d'année, les populations ne semblent pas retrouver leur pleine forme au plan financier. Les réactions des uns et des autres le prouvent à suffisance. Les temps sont durs. C'est la chanson sur toutes les lèvres, que ce soit les femmes, les jeunes, que les hommes, fonctionnaires ou artisans. C'est le refrain depuis la fin des fêtes. Difficile d'engager des dépenses, qu'elles soient petites ou grosses. Au marché d'Antokpa, par exemple, acheteurs et vendeurs se plaignent. Voici le constat fait par Florence Bossa et Florence Akintola. Cotonou, quelques semaines après les fêtes de fin d'année. La vie semble suivre son cours normal. Les citoyens vaquent à leurs occupations quotidiennes, comme à l'accoutumée, tous visiblement engagés à bien accomplir leur journée. Mais derrière cet engagement se cache une réalité que vivent l'ensemble des populations dans ce mois de janvier. Les poches de ces hommes et femmes ne sont pas solides. Elles ont été éprouvées par les dépenses liées aux fêtes de fin d'année et la galère s'est installée. Bon, après fête, il n'y a plus de l'argent, il n'y a plus le marché aussi. Donc c'est un peu difficile. Les clients aussi ne viennent pas. On ne comprend plus rien. On met tout dans la main de Dieu seulement parce que on ne peut rien faire. Tu sais, non? C'est très très difficile. Hein? Pour finir le mois, comme chez tout le monde, eh bien, c'est tout un calvaire. Ce manque d'argent que certains ont fini par baptiser janviose, entendu comme la maladie du mois de janvier, ne sévit pas que dans les marchés. Sur les parcs de taxis de transport en commun, c'est la même réalité. 4 heures du matin. Bon, les médias vous disent, un fond de 4 heures. Vous êtes client de l'Eboa. Vous avez tout. Mais vous avez tout. Le premier tour, vous avez tout. Soit fond bon, mais vous avez tout. Pour s'offrir de bons moments de fête, certains n'ont pas lésiné sur les moyens financiers. D'autres même ont exagéré sans aucune planification des dépenses. Par contre, les plus avertis sont restés très prévisibles et modérés par rapport aux détails relatifs aux fêtes. Et aujourd'hui, ils sont moins atteints par la janviose. Pour les fêtes, moi et monsieur déjà préparent à partir du mois d'octobre. En payant les choses un peu. Donc c'est à cause de ça, ça n'a pas trop agi sur moi. Le mois de janvier soit long, quoique les jours ne sont pas augmentés au mois. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la fête de Noël couplée de la fête de janvier. Que vous veuillez ou pas, vous avez des surprises, vous avez des visites que vous ne souhaitez pas, que vous n'avez pas envisagé. Donc, de mon côté, moi, j'en ai tellement souffert que j'ai commencé par éviter les choses. J'ai commencé par éviter. Début mois décembre, je prévois déjà le loyer de janvier. Je prévois tout. Et ce qui reste, c'est ça que je mets à la disposition de la fête. Ça finit. Il faut savoir diviser tes sous. Ce que tu peux utiliser à la maison, ce que toi-même tu peux utiliser comment. Si tu te traites bien, même si à la fin tu dois avoir tes sous, de quoi tu peux, bien de ton peu
que tu peux prendre pour te gérer. Depuis des années, ce sont les mêmes plaintes qui sont enregistrées au lendemain des fêtes de fin d'année. Ne serait-ce pas judicieux de mieux planifier ses dépenses et anticiper sur cette situation en épargnant pour ses besoins de mois de janvier? Voilà qui est dit. Béatification du feu cardinal Bernardin Gontin. La conférence épiscopale de Lazio a donné son accord au projet lundi 13 janvier 2025 à l'occasion de sa session plénière à Rome. Comment l'Église catholique et le clergé béninois accueillent-ils la nouvelle? L'une de nos équipes s'est rapprochée du directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, Père Anissé Yanvi, répond au micro de Hugues Vingbe et Elvis Tournopoint. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'enthousiasme et je confirme que c'est vrai. En effet, le cardinal Gantin a été une figure extraordinaire qui a marqué son temps, que ce soit ici au Bénin, comme à Rome et au niveau de l'Église universelle. Il a vraiment marqué son temps par sa vie, par son modèle de foi, par ses hautes qualités. C'était un homme de grande vertu. C'était un homme qui incarnait la justice, la paix, la fraternité et beaucoup de qualités extraordinaires. Donc tout cela a fait que jusqu'à aujourd'hui, le monde entier continue quand même de faire des témoignages élogieux sur sa personne. Et dans l'Église, après le décès de quelqu'un dont la vie a été remarquable, c'est possible de procéder à l'ouverture du dossier de canonisation. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de canonisation d'un saint, c'est en fait des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont vécu une vie normale, mais qui se sont fait quand même remarquer par leur foi, par leur grande vertu et par leur vie de témoignage exemplaire. Et c'est des gens que l'on pourrait proposer comme modèle à suivre. La béatification n'est qu'une étape vers la reconnaissance officielle du saint. Donc, on le reconnaît comme bienheureux. Ça veut dire qu'on a reconnu en lui des qualités, des modèles à suivre. Et par la suite, dans le processus, c'est tout un travail minutieux. Dans le processus, on demande encore une autre confirmation de sa sainteté à travers un autre miracle et d'autres critères. Et quand on obtient justement ce miracle, ce deuxième miracle, on aboutit progressivement à l'étape de la canonisation et de la reconnaissance officielle. Donc c'est des étapes qui se suivent les unes après les autres. Mais que comprendre du processus de béatification? Le directeur de la communication de la conférence épiscopale du Bénin a également donné des clarifications. Il en profite pour lever un coin de voile sur la canonisation. On l'écoute. L'Église essaie déjà au niveau du diocésain, au niveau du diocèse de la personne, on essaie d'ouvrir des enquêtes, on ouvre le dossier. Tout un dossier d'enquête, c'est tout un travail qui se fait, un travail minutieux. Et après, on introduit ce dossier-là au niveau de la congrégation pour la cause des saints. C'est une congrégation romaine qui s'occupe de ces dossiers-là pour la cause des saints. Et c'est tout un processus, plusieurs étapes. Et donc, quand on arrive à ouvrir officiellement le dossier, d'abord en vue de la béatification, il y a également des étapes à franchir. Il faut que celui dont on étudie la cause puisse, par exemple, intercéder pour obtenir un miracle. Ça peut être une guérison, ça peut être une situation pour laquelle la personne a intercédé et la situation s'est décantée. Mais ce qui est sûr, on demande un miracle précis. Ça fait partie des étapes. Et quand on obtient la grâce, la faveur demandée, c'est-à-dire un signe très fort que cette personne
jouit de la félicité éternelle. Cette personne est effectivement une figure de sainteté qui intercède pour les siens déjà auprès de Dieu le Père. Et donc, au cours de l'étude des examens de ces dossiers-là, il y a également d'autres étapes qui s'en suivent, si bien qu'après l'étape de la béatification, on enclenche maintenant le processus de la canonisation. Et ce que je dis, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années, et ça peut prendre même parfois tout un siècle. Ça peut arriver que ça traîne. Ça peut aussi arriver que ça aille très vite, comme ce fut le cas récemment du pape Jean-Paul II. Les institutions de microfinance occupent une place de choix dans la promotion de l'inclusion financière grâce à leurs services financiers adéquats et accessibles aux populations vulnérables ou défavorisées. Pour les acteurs, il est important de rendre plus dynamique le secteur, d'où la digitalisation des services qui intervient de nos jours comme un catalyseur pour atteindre plus de personnes, même dans les zones difficiles d'accès. Bindou, c'est le nom de l'application mise en service à cet effet. De quoi cela retourne? Je vous invite à suivre le compte-rendu de la cérémonie de lancement officiel avec Teddy Goudalo et Jocelyn Barriga. L'usage de cette plateforme qui vient de voir le jour n'est pas complexe. La démonstration est faite à l'occasion de sa cérémonie de lancement au profit des clients des systèmes financiers décentralisés. L'application a nom Bindou, une solution numérique qui vient révolutionner le secteur. La digitalisation des institutions de microfinance représente une formidable opportunité pour améliorer l'accès aux services financiers, optimiser les processus et renforcer leur capacité à soutenir les communautés qu'elles servent. Ce nouveau produit que nous lançons aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné, de l'innovation et de la collaboration. Nous franchissons une étape significative dans la relation entre les institutions financières et leurs clients. Avec cette initiative, nous ouvrons la voie à une fluidité sans précédent dans les transactions financières, réduisant considérablement les délais et les coûts de transaction. Bindou est un outil numérique intégré pour la gestion des transactions de microcrédits et d'autres services financiers. 9 systèmes financiers décentralisés se sont déjà affiliés à cette plateforme éditée par Mediasoft avec l'appui de MTN Mobile Money et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Il s'agit entre autres de Comubar, Unacrep, Joseph Finance, CEPEC et bien d'autres. Cette initiative dans laquelle nous sommes embarqués va être une véritable solution que vous avez appelée, monsieur le directeur de l'AFIA, une révolution. Nous traversons désormais un moment à la va-vite, un monde à toute vitesse. Donc, qui ne prend pas ce train sera en retard, et définitivement en retard. Savoir que wallet to bank, bank to wallet, qui semblait être exclusivement réservé pour les banques, aujourd'hui pourrait désormais envahir le secteur de la microfinance. Que ce nouveau produit, Bindou, fruit de votre bonne coopération entre les parties prenantes, repousse les limites de l'innovation et apporte des solutions qui transforment et enrichissent la vie de nos clients. L'application Bindou offre également l'intégration au projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'espace UEMOA, la connexion au switch de la Banque centrale de la République démocratique du Congo et la connexion au B-switch du Burundi.
Pendant ce temps, 250 lampadaires sont installés dans 20 villages dans la commune de Soava. C'est un projet de la mairie soutenu par l'ambassade de France au Bénin. Il a pour but de lutter contre l'insécurité et d'améliorer le cadre de vie et les conditions de vie des populations de ces localités. L'inauguration de ces lampadaires s'est faite ce mercredi en présence des autorités locales et municipales. Compte rendu. Un accueil chaleureux réservé au maire André Taudier et sa délégation de l'ambassade de France au Bénin. Toute la population de Sotianroui, l'un des 69 villages de la commune de Soava, est en joie et exprime sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. 20 villages sortent de l'obscurité grâce à l'installation et à la mise en service de 250 lampadaires solaires intelligents dans la localité. C'est l'aboutissement d'un projet porté par le groupe Ragni, concepteur fabricant de solutions globales d'éclairage public présent au Bénin depuis plusieurs années. En effet, grâce à un module USB que nous verrons tout à l'heure lors de la visite, qu'on appelle Novload, présent sur chaque mât, les habitants ont la possibilité de recharger leurs petits appareils électroniques, à savoir des téléphones portables, des torches, des petites radios, grâce à l'énergie disponible et produite par les lampadaires solaires. Démarré en janvier 2022, le projet Zogbin est concrétisé grâce au soutien financier de la France avec l'expertise technique de Électriciens sans frontières. Il va contribuer à améliorer significativement les conditions de vie des populations bénéficiaires et renforcer leur sécurité. Je tiens à adresser mes sincères remerciements au gouvernement français à travers le Trésor public représenté ici par l'ambassade de France pour son engagement et son appui constant à nos côtés. Alors ce projet qui s'inscrit dans le schéma directeur du gouvernement béninois d'électrification des zones rurales répond, monsieur le maire l'a rappelé, à un besoin urgent, celui d'apporter de la lumière aux populations tout en préservant notre planète. Ce projet vient une fois encore prouver la bonne santé des relations entre la mairie de Soava et ses partenaires techniques et financiers. Le maire va une fois encore inviter la France et les autres partenaires à penser également à l'électrification des 49 autres villages restants pour contribuer au développement harmonieux et durable de Soava. On parle à présent carrière. Les jeunes en quête d'épanouissement professionnel se retrouvent parfois confrontés à un dilemme dans le choix entre leurs propres rêves et ceux de leurs parents pour leur avenir professionnel. Cette question devient particulièrement importante aujourd'hui alors que le monde du travail évolue rapidement et que l'épanouissement professionnel prend une place déterminante. Elle a intéressé une équipe de la rédaction qui nous propose ceci. Avec une licence en administration des finances et de l'impôt en poche, Tiaf avait toujours été convaincu que son destin l'appelait vers la musique. Pour obtenir le soutien de son père, il a dû faire un deal. Je lui ai dit, donne-moi 1 an. Si pendant 1 an, j'essaye la musique et ça ne donne rien, j'abandonne et je fais ce que tu veux. Est-ce que ça a marché? Ça n'a même pas fait 1 an. Son histoire est semblable à celle de nombreux jeunes dans le monde qui se voient parfois contraints de suivre une carrière imposée par les parents. Pour les parents, c'est aller à l'école, continuer les études soutenues. C'est ça leur objectif. Voir leurs filles travailler dans un bureau, dans des entreprises. Mais ce n'était pas ça, moi, ma vision. Je suis consultant certifié carrière d'arrête en orientation professionnelle, mais j'ai une formation de base, j'ai un master en production et santé animale. Tu veux changer de domaine, au fait, forcément, les gens se posent des questions. Et les premières questions, c'était de savoir réellement, est-ce que vraiment c'était un choix motivé, un choix
vraiment qui cadre avec l'avenir du travail en quelque sorte. Je me souviens la première fois, je pense que je devais être vers la fin de mes études en gestion de projet. La première fois où ma maman, elle était encore en vacances en France, je lui fais un mail et je lui dis, j'ai fait des études de gestion de projet, je suis passionné de photographie et que je commence par penser que ça pourrait être un bon projet pour moi de me lancer en photographie. Ça a été très mal pris. Elle m'a dit, écoute, on ne t'a pas payé un bac+5 pour que tu deviennes photographe. Mais lorsque je me retrouve face à mon micro avec mon ingénieur ou sur scène, je suis emballé, je suis moi-même. Donc imaginez-vous, mes parents m'obligent à être docteur. Or, c'est parce que ce qui me plaît, un jour je risque de tuer un patient. Ils sont tout de même unanimes sur le fait que les parents devraient écouter leurs enfants pour mieux les orienter, mais également que les jeunes devraient pouvoir trouver un juste milieu pour satisfaire leurs parents et se réaliser professionnellement. Tout parent a pour but de voir son enfant réussir. Nos parents appartenaient à une génération où malheureusement la plupart des vedettes de la musique qu'ils ont connues à l'époque, ils entendaient qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas pu se soigner ou qu'ils avaient des situations vraiment compliquées. Donc quand tu dis à un parent que tu veux faire un métier pour lequel il ne connaît pas des exemples de réussite vraiment nombreux, il se pose des questions, il a des inquiétudes. Quand vous avez un rêve, ne vous attendez pas à ce que les gens vous soutiennent dès le début. Vous êtes seul à faire votre rêve. Les autres n'ont pas fait le rêve avec vous. Mais vous devez être suffisamment sérieux pour donner des indices, pour donner la preuve de ce qu'on peut croire en vous. Voilà, tu as un rêve et tu es vraiment passionné par ce rêve-là. C'est d'abord de monter un projet d'études, un projet professionnel solide derrière ce rêve-là pour pouvoir aller voir les parents et communiquer avec eux. Pour mieux comprendre le point de vue des parents, nous avons également interrogé quelques-uns d'entre eux. J'ai dit à ma fille de choisir une autre filière, elle a choisi une autre filière, elle a fini, elle a dit voilà papa, tu m'as dit de faire tel, j'ai fait maintenant, voilà que je ne trouve pas du boulot. J'ai dit c'est pas grave. Il faut toujours continuer. Continue toujours, tu vas trouver. Finalement, j'ai compris que ce n'est pas bien d'imposer une filière aux enfants. Mon enfant, quand il sort bac, moi, je voulais qu'elle fasse linguistique. Mais elle a refusé. Qu'elle veut faire communication. Bon, je l'ai laissée. Elle a fait. Aujourd'hui, elle a reçu. D'après l'experte, le rôle des parents serait de faire le suivi. Elle explique que les inquiétudes des parents sont non seulement dues à leur désir de sécuriser, mais aussi d'autres raisons qu'elle expose. Alors parfois, il y a des parents qui refusent, qui ne sont pas d'accord avec le choix de leur enfant. Peut-être à cause des préjugés qu'ils ont par rapport à la filière que le jeune veut choisir. Parfois, c'est à cause des expériences qu'ils ont vécues eux-mêmes concernant ce métier-là. Parfois, ça peut être également lié aux valeurs que l'on pense, aux valeurs du parent lui-même. Pour accompagner l'enfant, les parents ont besoin, de les écouter. Ils ont besoin de les soutenir. Ils ont besoin d'explorer avec ces enfants-là tout ce qui est lié à leur potentiel, à leur intérêt, à leurs compétences. Ils ont besoin d'explorer tous ces éléments-là et surtout de se faire conseiller par des professionnels du métier. Les parcours d'Onila, de Tiaf, d'El Primo d'Igor ou encore de Darimage témoignent des défis auxquels font face les jeunes dans leur quête de réussite professionnelle. En favorisant une écoute active, une communication ouverte, parents et enfants peuvent co-créer un avenir qui respecte les rêves de chacun. Celle-ci a choisi d'être joueuse professionnelle de ping-pong. Il s'agit de Ziadata Kadiri. Cette pongiste est l'une des meilleures actuellement sur le plan national. Elle est vice-championne en titre et Candide Rourenton nous amène dans son univers à travers ce mini-magazine. Le tennis de table béninois s'offrait depuis quelques années un chemin sur l'échiquier continental et même international.
Et ceci grâce aux efforts des différents acteurs et passionnés, concourant ainsi au rayonnement de la discipline au Bénin. L'exemple de cette jeune pongiste béninoise, considérée comme l'une des meilleures de sa catégorie actuellement au plan national, est positionnée 360e au classement mondial ITTF Femmes. Je m'appelle Akadi Ziadato. Je suis championne du Bénin depuis l'âge de 9 ans. Reine du ping-pong au plan national depuis l'âge de 9 ans dans la catégorie minime, Ziadat est une joueuse qui a fait ses débuts dans cette discipline à l'âge de 5 ans. Et depuis lors, elle combine sport et études. Quand j'avais 4 ans, je ne connaissais rien. Mais quand j'avais 5 ans, je quittais l'école et ma grand-maman m'amenait au marché. Et bon, il fut un jour, mon pépé m'a dit qu'il a dit à ma grand-maman que non. Cette fille-là, si je la laisse pour toi et aller tout le temps au marché, là, ça ne peut pas aller. Or, on a la table à la maison, elle ne fait rien. C'est maintenant elle doit commencer pour atteindre son objectif. Parce que je veux qu'elle joue. Parce que le tennis de table, ma tante joue. Mon oncle joue, tout le monde joue. C'est un héritage pour nous. Tout est alors parti du soir de son grand-père qui voulait coûte que coûte qu'elle soit très tôt initiée au tennis de table afin de continuer par entretenir l'héritage familial. Et pour son initiation et ce qui est de son encadrement, c'est son grand-père qui s'en est chargé plusieurs années durant pour qu'elle fasse ses premières apparitions dans les championnats nationaux. À l'âge de 9 ans, j'ai remporté tout le trophée sur toutes les catégories, de minime jusqu'en senior. Quand j'ai 13 ans, ils ont décidé à cause de moi, qu'il n'y aura plus de surclassement au fait. Parce qu'avant, celle qui joue 13 ans peut aller jusqu'au bout. Mais à cause de moi, à l'âge de 13 ans, ils ont refusé. Donc, je joue seulement 2 catégories. C'est pour ça que j'ai dû laisser les minimes pour les enfants et je me préoccupe uniquement des U21 et des seniors dames. Si au-delà de l'héritage familial, l'ambition de Ziadat et son grand-père est qu'elle en arrive à porter un étendard du Bénin dans la discipline du tennis de table, la jeune pongiste n'a pas connu des débuts de rêve qu'elle aurait souhaité. Comme ma maman n'a jamais joué le tennis de table, ainsi que mon papa, parce qu'eux, ils ne sont pas restés au pays. Jusqu'à actuellement, ils ne sont pas au pays. Mais depuis que j'ai commencé, mes parents ne sont pas d'accord avec moi. Et surtout, du fait que je joue. Parce que je me rappelle quand j'avais eu le bac, mes parents m'ont dit que je voulais m'inscrire à l'INGEFS pour continuer. Mais mes parents m'ont dit que toi, là, en tant que femme, tu cherches quoi et tu vas trouver quoi dans le sport? Le sport va t'apporter quoi? À l'évidence, sa détermination, l'accompagnement et surtout l'encadrement de son grand-père sont restés les principales armes de Ziadat dans sa passion. Et elle y a attaché un amour indéfectible pour être aujourd'hui au sommet de son art. Elle a à son actif plusieurs titres dans plusieurs tournois de ping-pong à l'échelle nationale, sans oublier ses nombreuses prouesses étalées lors des différents championnats nationaux au niveau des U21 et seniors dames. Par ailleurs, elle compte aujourd'hui plusieurs participations aux compétitions internationales de tennis de table. En 2014, j'ai remporté le trophée. En Côte d'Ivoire, oui. En Côte d'Ivoire aussi, pareil. Nigeria, pareil. Ghana aussi. Après, j'ai pu participer à certains tournois avec les ministères et les tournois islamiques. Il y a une en Azerbaïdjan, c'était en 2017, et une en Turquie en 2022. Et l'année passée, on a joué Coupe d'Afrique. Bon, il y a Lomé. On a joué qualification pour les Coupes d'Afrique. Tout d'abord, année surpassée, on avait joué ça au Ghana. Et j'étais qualifiée. Donc, on avait joué en Tunisie. Et cette année, on a joué ça à Lomé. Et j'étais qualifiée en sport. On a joué ça en Éthiopie. J'étais sur le chemin de ramener les médailles. Mais sur mon chemin, c'est que des champions d'Afrique que je rencontre. Et c'est les Égyptiennes. Au cours des compétitions internationales de tennis de table, elle essaie au mieux de s'illustrer, mais pour le moment, elle n'a pas encore trouvé la formule pour marcher sur l'expérience des pongistes les mieux classés au plan mondial, comme elle sait si bien le faire au pays. Sur le continent,
sa bête noire reste l'épougiste nigériane. Bon, en Afrique ici, j'ai trop joué les Nigériens. Et jusqu'à à chaque fois, c'est eux. Contre eux, là, j'ai toujours peur. L'ambition de la jeune pongiste internationale béninoise aujourd'hui est de retrouver sa place de reine du ping-pong au plan national. Mais au-delà de ça, elle vise bien d'autres objectifs. Je veux devenir championne, si possible, du monde. Considérée comme l'une des meilleures pongistes béninoises du moment, Ziadat nourrit de grandes ambitions et pour les atteindre, elle espère un accompagnement de la Fédération béninoise de tennis de table pour l'aider à s'exporter afin de poursuivre sa perfection et son ascension dans cette discipline. Tout ceci pour un jour réussir à hisser le drapeau national à un niveau très élevé. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.